Bonjour. Auguste Cournot, essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique. Il serait fâcheux si la philosophie, en voulant se discipliner, s'isolait et finissait par ressembler à une profession ou à une carrière. Le livre a pour but d'expliquer le rôle suprême de la raison dans l'élaboration de la connaissance humaine. L'auteur est persuadé de l'insuffisance pratique de la raison, l'illusion et la fausse apparence, illusion des sens. Les animaux éprouvent le plaisir et la douleur, ils ont des sens comme l'homme et même plus parfaits. Ne pas confondre l'enchaînement rationnel avec les idées de cause et de force. Une chose ne peut exister que s'il y a une raison suffisante pour qu'elle existe de cette manière plutôt que d'une autre. Proposition de la métaphysique leibnizienne, le monde créé est le meilleur des mondes possibles. Ce qu'il y a de fondamental dans la notion du hasard est l'idée de l'indépendance ou de la non-solidarité entre diverses séries de causes. Au hasard s'attache la notion de l'impossibilité physique. On a donné le nom de probabilité mathématique, la fraction qui exprime le rapport entre le nombre des chances favorables à un événement et le nombre total des chances. L'événement physiquement impossible est celui dont la probabilité mathématique est infiniment petite. Le mot hasard indique une idée et non une cause substantielle. Idée de combinaison de causes. Part de hasard dans le développement des phénomènes. À chaque instant, nous sommes obligés de nous déterminer d'après des expériences peu nombreuses. Kepler a vu un rapport singulier dans les distances des planètes et a conjecturé qu'il restait à découvrir des planètes dans l'intervalle. Nous sommes portés à concevoir des lois de la nature comme émanant des lois plus générales. Selon Kant, l'induction conclut du particulier au général, tandis que l'analogie conclut de la ressemblance partielle de deux choses de même genre. L'induction étend les données empiriques, l'analogie étend les qualités données d'une chose à un plus grand nombre. Raisonner par analogie, c'est former un raisonnement fondé sur les ressemblances ou les rapports d'une chose avec une autre. Étymologie d'analogie, procédé de l'esprit qui s'élève par l'observation des rapports. L'électricité joue dans le monde physique un rôle aussi considérable que celui de la lumière. Rechercher quelle est la fin suprême de la création. La finalité est immédiate, une chaîne. L'organisme est admirablement adapté. Notre champ de connaissance est restreint en comparaison de ce qu'il faudrait savoir pour pouvoir. Finalité des causes ou épuisement des combinaisons fortuites. Principe de finalité qui veut la fin, veut les moyens. Réunion des circonstances en vue du résultat. Dieu n'a pas pu nous tromper dans les règles qu'il a imposées à notre intelligence pour la conduite de nos actions. Toutes nos facultés paraissent sujettes à l'erreur. La chance de vérité l'emporte sur la chance d'erreur. Il serait utile d'avoir une table des valeurs moyennes de la chance d'erreur. Si des témoins sont unanimes pour rapporter un fait isolé, la théorie mathématique des chances nous autorise à rejeter le fait qu'ils se trompent. La probabilité philosophique se fonde sur la critique de nos propres jugements. La nature n'a point fait l'homme pour philosopher, destiné de quelques individus, mais pas de l'espèce. L'homme se fait le centre de tout et rapporte tout à lui. Si nous connaissions plusieurs espèces d'animaux raisonnables, nous pourrions compléter la critique de nos connaissances. L'animal reçoit les impressions du chaud et du froid. L'homme arrive à connaître la présence
qui occasionne cette sensation. Tous les naturalistes depuis Aristote ont vu dans l'admirable structure de la main de l'homme une des causes de la prééminence de notre espèce. Le sens fondamental de la connaissance est le toucher. L'imagination associe des images sensibles. L'expérience nous enseigne que l'inertie de la matière consiste à rester dans l'état de repos quand aucune force ou cause de mouvement ne la sollicite, et à persévérer dans l'état de mouvement quand nul obstacle ne vienne arrêter son mouvement. La lumière de la conscience éclaire nos déterminations volontaires et réfléchies. Le sens et l'imagination nous représentent que des effets mécaniques. L'espace et le temps se manifestent à l'intelligence avec un caractère de nécessité dans leur objet. Kant refuse toute valeur objective à l'idée de l'espace contre la théorie de Newton et en fait autant pour l'idée de temps. L'espace et le temps ne sont que des formes de la sensibilité humaine, des conditions subjectives de l'intuition des phénomènes. Nous alignons les phénomènes successifs afin d'avoir une image et par suite une idée de leur ordre de situation dans le temps. Les animaux ne paraissent avoir qu'une perception très obscure des rapports de temps. La raison dirige l'homme dans le temps et coordonne ses actes en vue des faits accomplis et des circonstances à venir. Toute action entraîne une réaction. On ne s'appuie que sur ce qui résiste. Mot commun attribué à d'Alembert. Allez en avant, et la foi vous viendra. Le progrès des théories scientifiques suggère à l'esprit la conception d'entités d'un ordre de plus en plus élevé. L'esprit conçoit sans peine une infinité de nuances, continuité des plans de la nature. L'humanité est essentiellement tout entière et en même temps dans chacun de nous. Tout s'éclaircit quand on a l'idée de la cause des choses, de l'enchaînement des causes et de la subordination rationnelle des phénomènes, idée souveraine et régulatrice de la raison humaine. Le don du langage appartient naturellement à l'espèce, fait partie de sa constitution. La nature extérieure est une source inépuisable d'observation et de méditation. Il y a dans l'art, dit La Bruyère, un point de perfection comme la maturité dans la nature. Le sentiment du vrai en philosophie n'est pas plus que le sentiment du beau dans les arts, susceptible de décomposition ou d'analyse rigoureuse. Des actions sont moralement belles dès lors qu'elles sont conformes à l'idée de convenance, d'ordre et d'harmonie. On appelle quantité tout ce qui est susceptible d'augmentation ou de diminution. Une sensation augmente ou diminue. Selon les circonstances, une variation en quantité peut être conçue comme la cause ou l'effet d'une variation en qualité. Une langue est un système de signes en nombre nécessairement limité qui doivent s'associer ou se combiner d'après certaines règles. L'homme exprime ses idées et ses sensations. Le but du discours est imparfaitement atteint. Les Grecs employaient le même mot pour désigner le langage et la raison. L'époque de l'invention de l'écriture peut être regardée comme l'époque critique dans l'histoire de l'esprit humain. Le langage est employé comme signe immédiat de la pensée. Les langues vulgaires, les langues techniques portent l'empreinte des rapports de l'homme avec les choses. Après de longs efforts, l'homme arrive à la connaissance des vrais principes des choses. Définition chimique de l'eau, oxyde d'hydrogène ou combinaison d'oxygène et d'hydrogène dans la proportion de 2:1 est complète. Dans le squelette d'un animal, chaque pièce est définie par sa forme, par ses fonctions et reçoit un nom approprié. La définition d'un mot a pour but de faire connaître le sens d'un mot à ceux qui ont déjà une notion plus ou moins claire. Pascal évoque l'impossibilité de tout définir, fragment posthume de l'esprit géométrique. La géométrie fournit toujours les exemples les plus simples et les plus nets. Hume
dit que le hasard est l'ignorance des véritables causes. L'esprit humain s'élève à l'idée abstraite d'ordre. Bossuet a dit quel est le propre objet de la raison. Importance du syllogisme dans la logique péripatéticienne. La vérité générale est conçue comme tout à fait indépendante des formes particulières. L'analyse est la méthode d'invention et la synthèse, la méthode d'exposition. Les logiciens procèdent analytiquement du particulier au général, du concret à l'abstrait. Synthétiquement, on va du général au particulier, de l'abstrait au concret. La première est celle de l'avocat, la deuxième est celle du professeur de droit. Les travaux du philosophe tendent à éclaircir les principes de nos connaissances, faire l'analyse des lois de l'esprit humain. La jurisprudence s'est organisée dans le but pratique de déterminer la solution d'une question judiciaire et d'imposer au juge une règle de décision. On a senti la justesse de la maxime de Bacon. Nonobstant l'imperfection de la règle et ses inconvénients fréquents, elle vaut encore mieux que l'arbitraire du juge. On ne trouve pas souvent de démarcation tranchée entre l'honnête et le déshonnête. La jurisprudence civile est née chez les Romains, désir d'affermir les libertés publiques en soustrayant les citoyens à la puissance arbitraire des magistrats. Prédilection moderne pour l'écriture qui fait regarder comme non avenu tout ce qui n'est point écrit. Nous attribuons au signe de l'écriture une vertu sacramentelle que les anciens attachaient à des paroles solennelles. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'acte sous seing privé doit être écrit à la main ou la mention approuvée, avec la mention approuvée. Le législateur se pare aux surprises et à l'abus des signatures, démontrant que le signataire a bien connu toute l'étendue de l'obligation. Les opinions des hommes s'influencent réciproquement. Les Anglais ont toujours regardé l'intervention des jurés en matière criminelle comme le gage de leur liberté politique. La vie, l'honneur, la liberté des citoyens ne peuvent être à la merci d'un système de présomption. La Cour de cassation est chargée uniquement de réprimer la contravention à la loi. La science n'est qu'une forme de la connaissance ou du savoir. Elle est contemporaine de l'érudition après la poésie et les arts. La science s'applique à des notions générales, à des résultats permanents. La science est la connaissance logiquement organisée. La science s'enrichit d'observations nouvelles et de faits nouveaux. Premier symptôme d'une révolution scientifique, la composition matérielle des mots s'explique que par des précédents historiques. L'histoire embrasse la succession des événements dans le temps. La science s'occupe de la systématisation des phénomènes sans tenir compte du temps dans lequel ils s'accomplissent. Les événements dérivent les uns des autres, comme au tric-trac où chaque coup de dé influe sur les résultats des coups suivants. Ainsi, nous saisissons une allure générale des événements. La grammaire, la littérature et les beaux-arts supposent l'existence de sociétés polies. Passage de la sensation au jugement, la personne humaine, le moi, dont l'essence est de posséder elle-même et de se déterminer librement. En l'absence du moi, il y a des sensations, des passions, mais point de volonté. La connaissance suppose la conscience de la liberté, la possession de soi-même. Il a fallu que le sens et le cerveau de l'homme fussent organisés d'une certaine façon plutôt que d'une autre pour mettre son intelligence en état de conscience, les idées et les raisonnements. Puis un enchaînement d'événements historiques pour amener certaines sociétés humaines à un état de culture intellectuelle qui permit le développement des sciences. Mythe de la caverne de Platon. Socrate raille dans le Théétète Protagoras qui fait de la sensation le critère de la science et de l'homme la mesure de toute chose.
Socrate est dans le vrai lorsqu'il affirme que la science réside dans le raisonnement pour saisir l'essence et la vérité. La plus parfaite manière de connaître est celle qui remonte au principe et à la raison des choses, méritant le nom de science. Son instrument est la dialectique et pour objet des choses intelligibles. La dialectique de Platon est la recherche de ce qu'il y a de général dans le particulier, d'absolu dans le relatif. Méthode ascendante qui remonte à l'essence, au permanent, à l'un, élague l'accessoire pour atteindre le principal. C'est une synthèse par la vertu de l'intelligence. Platon méprise l'art et la poésie, car l'artiste et le poète ne sont que des imitateurs d'objets sensibles, qui ne sont que des images des choses intelligibles. Principe que les choses que nous concevons très clairement et très distinctement sont toutes vraies. Spinoza admet que les conceptions de notre intelligence sont le critère infaillible de la vérité des choses. Leibniz invoque sans cesse la loi de la continuité. Leibniz, Platon de l'Allemagne, Kant en sera l'Aristote, distinguant avec une rigueur inconnue le fond de la forme. Nulle connaissance à nous ne précède l'expérience et toute commence avec elle. Nos connaissances s'étendent par l'expérience. Phrase de Bossuet, le rapport de la raison et de l'ordre est extrême. L'ordre est ami de la raison et son propre objet, juger que nos idées sont conformes à la réalité des choses, c'est affirmer que les justes rapports des choses ne sont point faussés par la nature de nos perceptions. La vérité, conformité de la notion que nous faisons des choses avec les choses mêmes. La philosophie a pour objet l'ordre et la raison des choses. Il ne paraît pas qu'un homme puisse parvenir à connaître comme il le faudrait ce qu'il est absolument certain, dit il y a 23 siècles par le père de l'histoire. Merci.